Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e vidéo sur le jeu War of the Ring 2e édition, publié par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, on va voir les stratégies que je conseille aux wannabe Free People's players parmi vous. Si vous êtes familier avec le jeu, peut-être que c'est la première vidéo que vous écoutez pour essayer d'aller chercher des stratégies supplémentaires. Je vais vous partager mon expérience. J'ai joué quand même, ma foi, probablement une vingtaine de games là, pour un jeu de cette durée-là. C'est pas négligeable. Là. Fait que je dis pas que, évidemment, là, je suis pas du calibre là, de ceux. Il y a des gens qui ont joué des centaines, si c'est pas des milliers de games. Je vais pas vous faire peur avec ça. Là. Mais dès qu'un jeu est disponible en ligne, là, si quelqu'un est en amour avec ce jeu-là, là, il peut jouer à journée longue. Là. Fait que bref, je suis pas du calibre de ces gens-là, mais j'ai quand même mes idées que je vais partager avec vous autres. D'abord, j'ai ressorti quelques cartes qui, pour moi, sont des cartes que si je les pige là, dans les deux premiers tours, peut-être, ça va me servir à orienter ma stratégie. C'est des cartes qu'on a vues dans les vidéos de revue des cartes, fait que je vais passer rapidement. Là, mais House of the Stewards, je vais définitivement essayer d'amener Boromir au Gondor. Dans le fond, là, moi, il y a les deux cartes qui font du 2 pour 1, là, qui permettent de piger deux cartes de stratégie quand elles sont jouées, là, je trouve ça, juste pour ça, je trouve que ça vaut la peine. Là, fait que dans ces deux cas-là, je vais essayer d'amener respectivement le Boromir au Gondor, puis Grandpa Aragorn quelque part, probablement au Gondor, encore une fois, pour le faire couronner. Là. Mais ça, c'est deux cartes que j'aime beaucoup avoir au début. Puis évidemment, l'armée des morts. Alors, l'armée des morts, le dilemme, là, c'est est-ce qu'on le fait avant ou après avoir couronné Grandpa, là? On peut couronner Grandpa à Minas Tirith, puis après ça, on l'envoie se promener au Rohan, là, en prévision de jouer cette carte-là, là, puis de faire son grand retour triomphal au Gondor, là, puis de donner méchante tape ses fesses aux joueurs du Shadow. Là. Ça, c'est trois cartes que j'aime beaucoup avoir au début. Les Rangers de Faramir, c'est incroyable aussi, là, si vous avez ça dans votre main au départ. Là. Dès que le Shadow se pointe le bout du nez à South Ithilien ou à North Ithilien, là, vous pouvez y faire un petit peu de dommage puis vraiment venir bonifier là, la défense d'Osgiliath. C'est vraiment excellent. Círdan's Ships, qui est l'événement là, qui met le plus de points de vie du Free People's Player en jeu avec une seule carte là, pour venir booster la défense de Dolamrot, des fois de Pélargir, là, une carte très très pratique là, qui va faire en sorte que je vais subtilement essayer de pousser un petit peu plus les elfes en guerre, surtout si je vois que le Shadow Player est pas parti pour attaquer une forteresse des elfes pour le faire à ma place. La sagesse d'Elrond, ça va être le dilemme, c'est quelle nation on active. Alors, essayer de voir là au travers du jeu du Shadow où est-ce qu'il a l'air à vouloir s'aligner, là, puis de jouer ça, là, puis d'activer la nation, puis de la descendre, là, puis soudainement de la mettre en guerre, puis de booster ses défenses, là. Ça peut être très, très pratique. Là. Et ces deux cartes-là, finalement, Fear, Fire, Foes, le Book of Mazarbul, qui va déplacer directement, là, respectivement, le Nord ou les nains en guerre. Ça change le portrait du jeu complètement. Ces nations-là deviennent quasiment plus offensives que défensives. Surtout que ces nations-là, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Les nains ont juste 2 points de victoire à Erebor, puis le Nord aussi a juste 2 points de victoire, un à Dale, un au Shire. Fait que c'est des nations, des fois, qu'on peut transformer en nations un petit peu plus agressives, là, qui vont contre-attaquer le Shadow Player. Bon, j'ai pas mis les cartes des tuiles, j'en ai parlé, les cartes pour aider le Mordor, là, pour mettre en jeu les tuiles spéciales, pour aider, je veux dire, le Fellowship une fois qu'il va être au Mordor. C'est très pratique également. Les cartes des Ents, je vous dirais, la menace de ces cartes-là est aussi forte que les cartes elles-mêmes. C'est le cas dans certains jeux, là, mais un bon Shadow Player connaît l'existence de ces trois cartes-là, ne sera pas pris par surprise, et naturellement, là, va être un petit peu moins all-out dans son attaque avec les unités de Lysangar. Un bon Shadow Player a quasiment pas le choix de se garder quasiment trois, quatre unités régulières au moins à Isengard. Là. Vous pouvez pas ignorer la possibilité que le Free People's Player aurait deux cartes des Ents et pourrait les jouer, on le rappelle, back à back. 3D, 4 ou plus, avec 6D, vous venez de faire 3 hits, là, fait que à la place du Shadow Player, là, je me garderais peut-être 4 unités régulières de Lysangar à hors-tank. Alors, si vous avez ces cartes-là, vous vous frottez les mains en attendant de voir avec combien d'unités il va essayer de rentrer au Rohan, là. Mais ça peut être très intéressant.
On a le dilemme de Gandalf. On aime l'avoir dans le Fellowship. Son habilité comme guide est écœurante, vous permet de remplacer vos cartes à mesure que vous les jouez avec des dés d'action événements. Par contre, tant qu'il est dans le Fellowship, il ne peut pas devenir Gandalf le Blanc. Alors, quand est-ce qu'on le sépare? Quand est-ce qu'on le sacrifie? Il y a un cas classique, là, quand on pige une tuile, quand le Shadow pige une tuile de 2 ou de 3, là, surtout une tuile de 3, je dirais. Là. Si Gandalf est le guide, il est de niveau 3, il va absorber la tuile au complet. On va pouvoir le faire réapparaître, surtout si on a déjà un Will of the West dans nos dés d'action, on peut le faire réapparaître quasiment tout de suite après à Fangorn pour aller chercher un dé d'action de plus. Mais ça m'est arrivé dans certaines games. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer Grandpa au plus vite. Puis je vais garder Gandalf comme guide. Puis quand je vais recevoir des tuiles de corruption là, qui font du dommage pour la peine, là, je vais sacrifier un compagnon aléatoire. Puis ça peut tomber sur Gandalf. Si ça tombe sur Gandalf, comme on dit, so be it. Bye bye Gandalf, merci pour tout ce que tu as fait. Euh, mais sinon, là, je peux étirer le temps de Gandalf un petit peu, là, puis, tu sais, ou encore là, si vous brassez beaucoup de boules de cristal, ben là, c'est intéressant, vous jouez des bons événements, vous les remplacez à mesure. Alors, il y a vraiment un dilemme avec Gandalf, ça dépend de vos cartes, ça dépend de vos dés, ça dépend des tuiles que le Shadow Player va pogner lors de la track, là, mais c'est vraiment un dilemme. OK, les chemins de Fellowship. Le chemin le plus court ever est de 10 cases. Alors, si vous faites 1, 2, Moria, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le chemin le plus court. Maintenant, il y a un paquet de chemins alternatifs que vous pouvez prendre. D'abord, vous pourriez passer par exactement le même chemin, mais vous pourriez vouloir faire ce que j'appelle un pit stop en Lorienne pour soigner un point de corruption, puis déclarer le fellowship en Lorienne pour être protégé. Rappelez-vous, être dans la nature, c'est très mauvais. Un Nazgûl, le Shadow Player peut facilement déplacer un Nazgûl sur votre case. Et si vous êtes proche, supposons que vous êtes déclaré dans la nature ici, bien souvent, comme Shadow Player, on va même en profiter pour déplacer une unité. Là, si on a une unité adjacente, souvent on va la déplacer. Puis rappelez-vous, s'il y a une unité et un Nazgûl, c'est deux rerolls sur la track pour Sauron. Alors vous êtes quasiment sûr à tous les fois que vous vous déplacez là, de vous faire spotter. Là. Alors généralement, il fait chaud dans ce temps-là et on va essayer de s'en aller là, dans le confort d'une forteresse des peuples libres. Sachez toutefois que si vous faites un petit croche par la Laurienne, vous venez de vous allonger d'une région. Là. Vous êtes capable d'aller plus vite si vous n'arrêtez pas en Laurienne. Mais si vous avez déjà subi de la corruption ou si vous êtes tanné d'être dans la nature puis d'avoir les Nazgûl qui vous souffrent dans le cou, là, ça peut être un détour qui vaut la peine. Bon, la Moria, c'est sûr que si vous pouvez le faire en vous déclarant, à moins que le Balrog of Moria, la carte soit en jeu, là, vous le faites sans aucune conséquence. Des fois, même quand je suis révélé, je vais passer par la Moria, je vais prendre la tuile de plus, surtout si je peux vraiment passer à travers. Le pire scénario, c'est d'être révélé quand vous êtes à 3. Parce que là, faire un, 2, 3, là, il va y avoir une tuile supplémentaire, puis là, vous êtes dans la forteresse euh, du méchant. Alors, ça lui donne un reroll, et en plus, là, si jamais vous vous refaites pincer encore une fois et que vous devez quitter la Moria, encore là, c'est une tuile supplémentaire. Mais si j'ai autre chose que 3, habituellement, là, je vais essayer de passer par la Moria. Il y a toutes sortes de scénarios possibles. Vous pouvez vous révéler à 2, à ce moment-là, vous vous révélez ici, vous vous recachez, puis encore là, vous espérez, une fois que vous êtes révélé, vous allez revenir ici, vous espérez remonter à 3, puis être capable subtilement de faire un, 2, 3 en catimini sans souffrir de la tuile de plus de la Moria. Dans les films, là, pour ceux qui sont curieux, là, ils ont fait un drôle de chemin. C'est un chemin que vous ne ferez jamais dans le jeu, mais ils ont comme fait un, deux, ils sont allés l'espèce de pic de Caradras là, où Saruman lui faisait tomber de la neige dessus, puis il y a un blizzard. Ils ont décidé de revenir, ils sont venus ici. Ils ont arrêté en Lorienne, et puis après ça, ils sont repartis. Là. Comme je disais, vous ne ferez pas ça. C'est rare, vous allez revenir sur vos pas là, dans le jeu. C'était propre au film. Le chemin long sans passer par la Moria, alors c'est un, 2, 3. Ben, je dis long, mais en même temps, c'est 11 cases. Vous allez voir un, 2, 3, 4, 5 par la vieille forêt, la route de la vieille forêt. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, c'est pas si pire, c'est rien qu'une région de plus si vous ne passez pas par la Moria. Là. Alors, c'est pas si pire. Maintenant, ces chemins-là ne vous font pas activer personne. Alors là, il y a des chemins alternatifs où vous pouvez, tant qu'à passer ici,
Euh, bon, puis vous arrivez ici, voulez-vous faire encore là un pit stop à Dale? Ça va vous permettre de guérir un point de corruption. Vous allez activer le nord, ce qui peut être intéressant. Puis après ça, vous repartez. Encore là, vous êtes juste rallongé d'une région où il y a le fameux chemin que Boromir proposait de passer par le Rohan, le Gondor. Alors vous descendez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est pas si pire que ça, mais encore là, en passant par ces chemins-là, vous n'avez pas activé personne. Si vous voulez activer des nations et vous soigner, vous devez soit arrêter sur le chemin à Helm's Deep, vous pourriez arrêter à Edoras ou vous pourriez arrêter à Minas Tirith, mais dans tous les cas, ça vous ralentit d'une région. Ce qui peut valoir la peine pour vous guérir de corruption, activer une nation, puis profiter là, de la sécurité d'une forteresse des peuples libres dans laquelle les Nazgûl ne peuvent pas aller. Soyez conscients, si vous passez par les Sangars, là, il y a des unités de Saruman qui traînent dans le coin. Là, alors bonjour les rerolls, des fois, là, si vous vous faites spotter dans des endroits comme ça, puis vous êtes obligé de révéler la communauté. Au niveau des compagnons, la plupart vont servir à absorber les points de corruption. J'aime faire, par exemple, à un moment donné, là, ce que j'appelle une grosse séparation de compagnons, idéalement via une carte. On a vu dans la revue des cartes, là, beaucoup de cartes qui permettent de séparer les compagnons, les faire bouger des régions additionnelles, leur donner des trucs spéciaux. Ils peuvent rentrer dans des forteresses assiégées, des choses comme ça, là. J'aime me garder une carte de déplacement de compagnons là, pour vraiment déplacer les compagnons. Évidemment, quand on les sépare avec une grosse séparation, ils s'en vont tous à la même place, puis après ça, ils vont voler de leurs propres ailes, puis dans des déplacements subséquents, ils vont pouvoir aller ailleurs, là. Mais je suis pas du style, moi, à séparer là, un compagnon de la shot. Là, ça coûte un dé d'action quand même à chaque fois. Là. Je fais une grosse séparation, je les envoie là, bon, typiquement au Rohan, à Minas Tirith, parce que de toute façon, c'est là qu'on essaye d'envoyer grand pas pour le couronner. Puis là, tu sais, fait que des fois, mettons, je sais pas, on est à 3 ici. Justement, je pogne une carte qui dit que ça va les séparer avec une région de plus. Grand pas est dans la gang, il est de niveau 3. Fait que niveau 3 plus 3 ici, ça fait 6. Une région de plus, ça fait 7. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mettons, tu sais. On va les envoyer ici, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va les envoyer à Helm's Deep. Attention pour pas qu'ils se fassent assiégés puis qu'ils soient tous coincés là, là. Mais les envoyer ici, probablement, surtout s'il y a un Hobbit ou Gandalf le Gris dans le tas, vous allez activer le Rohan, ce qui est très bon. Puis après ça, là, c'est là que les peut-être Boromir puis Grandpa vont s'en aller plus vers le Gondor. Il y a des gens qui vont rester au Rohan, des choses comme ça. Fait que je fais une grosse séparation de compagnons via une carte, si possible. Essayez de bouger la communauté en fin de tour le plus possible. Soyez attentifs. Quels sont les dés qui restent dans le pool du Shadow Player? Des fois, le Shadow Player va être un peu. Bon, il ne sera pas attentif là, si vous avez la chance de jouer contre un Shadow Player là, qui est pas très, qui est pas très attentif. Là. Mais admettons que le Shadow Player, il lui reste 3 dés comme ça. Là. Ben, c'est le temps là, de bouger la communauté, là, parce que le Shadow Player n'a plus de character die et n'a plus de event die. Alors, à moins qu'il y ait un anneau elfique, ne peut plus jouer de cartes. Alors, même si vous bougez la Fellowship et que vous êtes révélé et que le Shadow Player a des belles cartes là, pour vous faire de la corruption pendant que vous êtes révélé, comme on a vu dans la revue des cartes, ne peut pas y jouer avec ces dés-là. Alors, vous forcez le Shadow Player à se garder là, une boule de cristal ou un dé character pour être capable de jouer ces événements-là contre vous autres. Là. Mais des fois, c'est hors de son contrôle, ou en tout cas, il y a d'autres priorités. Il est pogné avec des dés comme ça, là, c'est le temps de bouger. Là. Évidemment, là, soyez attentifs, le nombre de yeux, le nombre de fois que vous bougez, euh, faut aller vite. Tu sais, comme disait une émission célèbre québécoise, prends ton temps, mais fais ça vite. C'est un peu le motto de la communauté. Là. Euh, Gardez vos cartes de renfort jusqu'à la dernière minute. Laissez le shadow se mouiller, laissez le shadow se commettre, laissez-le bouger, laissez-le venir à vous. Là. Ne commencez pas tout de suite en disant oh yes, j'ai pogné les gardes de la citadelle, fait que je vais mettre une élite de plus, puis un leader de plus à Minas Tirith. Vous venez d'envoyer un signal clair au shadow. Viens même pas de battre à Minas Tirith. Alors attendez, laissez
comme on dit, keep the shadow player guessing. Laissez-le dans le noir un peu. Et laissez-le avancer, laissez-le se commettre, laissez-le même amener son armée à Minas Tirith. Rappelez-vous, ces cartes-là de renfort, vous pouvez amener des unités, même si la forteresse est assiégée, puis c'est un cas classique. Alors là, le Shadow Player qui s'était dit, oh, d'après moi, Minas Tirith, c'est dans la poche, whoop, arrive une unité d'élite de plus, arrive un leader de plus, oh shit. Puis la grande majorité là, des cités puis des forteresses des peuples libres ont des cartes comme ça. Alors gardez-les précieusement ces cartes-là, puis faites exprès quasiment pour pas recruter dans ces places-là, pour donner le goût au Shadow de venir vous assiéger, puis après ça, vous sprignez la carte dans sa face, là. Mais ne jouez pas ces cartes-là à l'avance. Attendez, si possible, que le Shadow là, ait dépensé de précieux dés là, pour recruter puis s'en venir dans ces endroits-là pour après ça le faire payer puis dire surprise. Il y a plus de monde que prévu, il y a plus de défenseurs que prévu. Si vous voyez l'Isengard qui se mobilise beaucoup, essayez de travailler subtilement le Rohan, là, un petit dé de Muster pour faire descendre le Rohan. Là. Idéalement, vous le feriez descendre au moins jusqu'ici pour qu'une attaque contre les Fords of Isen, j'en ai parlé dans une autre vidéo, active le Rohan puis l'amène en guerre. Vous allez retraiter, s'il reste des survivants aux Fords of Isen, vous allez les retraiter à Helm's Deep, mais vous allez au moins pouvoir, gardez-vous un dé de Muster pour être capable de mettre une élite à Helm's Deep pour que Helm's Deep soit pas là, ridiculement facile à prendre. Là. C'est la forteresse des Free People's Players qui commence avec le moins de monde par défaut. C'était vraiment juste une forteresse, il n'y a personne qui vivait là, là, comme on a vu dans les livres et les films. Vous avez aussi l'option de faire comme dans le film, de prendre quand même, il y a plus de monde à Edoras, de prendre les gens d'Edoras puis de venir à la défense d'Helm's Deep à l'avance. Alors, même si vous n'êtes pas en guerre, vous pouvez déplacer des unités à l'intérieur de vos propres frontières. Ça, c'est faisable. Fait qu'avec 2 moves d'armée, vous êtes capable d'amener Fait que des fois, on va abandonner Edoras qui vaut qu'un seul point de victoire pour venir mettre le paquet à Helm's Deep. C'est un peu ce qui a été fait aussi dans les livres et le film. Il y a 5 VP ici dans ce petit triangle-là, oubliez-le jamais. 2 VP pour le Woodland Realm, 2 VP pour Erebor, 1 VP pour Dale. Alors c'est très payant pour le Shadow Player de venir faire une grosse offensive ici. La moitié de ses points de victoire peuvent se trouver là. Dale est vraiment ridiculement facile à prendre. Le Woodland Realm n'est pas très bien défendu. Erebor, par contre, c'est un des changements qu'ils ont fait entre la première édition et la deuxième édition. Pas mal plus tough à prendre maintenant avec 2 élites, une unité régulière. Là. Et c'est tout un triangle, ça, parce que c'est 3 nations différentes. Alors, pour vous dire, les 3 commencent le plus loin dans la guerre possible. Bon, les elfes sont actifs, mais n'empêche, là, ça prend 3 dés de muster pour les amener at war. Alors, souvent, ces nations-là là, vont être votre désespoir. Là. Vous allez voir le Shadow masser ses troupes ici. Là. Puis là, il va ramasser Dale, mais quand même, là, les nains d'Erebor et les elfes, ah, tout va bien, nous ne sommes pas en guerre, puis tout ça. Alors, c'est un peu déprimant. Là. Heureusement, il y a des cartes qui vous aident pour ça, là. Mais ne négligez pas la défense de ça. Puis ces régions-là sont quand même assez proches de la communauté. Alors, d'y envoyer des characters pour brasser le monde un peu, puis essayer de descendre ces nations-là en guerre, c'est bon. Ce qui joue un peu à votre avantage, c'est que le Shadow manque un petit peu de monde. Là. Il y a quand même pas pire de monde à Dol Guldur, puis il peut monter. Mais pour les Southrons et Easterling, là, c'est un peu plus faible. Il n'y a pas assez de troupes par défaut pour tout ramasser ça. Là. Il va avoir besoin de cartes ou il va avoir besoin de muster pour être capable d'y arriver. N'oubliez pas que Karok ici est un settlement, c'est un village. Vous pouvez monter une contre-offensive. S'il a pris Dale, puis là, le Shadow Player s'est assis à Dale, souvent ça va forcer le Shadow Player à venir écraser Karok aussi, avec 2 autres dés pour s'en venir là. Sinon, vous menacez là, de vous monter une petite armée ici pour venir reprendre ou venir donner des renforts aux autres. Là. OK. Minas Tirith, de loin, la forteresse la plus safe, comme on a vu aussi dans les livres et le film. C'est la forteresse qui commence avec le plus de points de vie. Dol Amroth, je l'ai dit dans d'autres vidéos, là, souvent vous allez être capable d'avoir un bon heads-up. Là. Souvent, le Gondor va être en guerre par le temps que le Shadow Player se rende à Dol Amroth, là, ne serait-ce que parce qu'il doit passer par d'autres cités, d'autres villages, ça va tout contribuer à amener le Gondor en guerre, alors booster Dol Amroth pour pas la perdre elle non plus. Lorien est tough aussi. 5 points de vie aussi en Lorien, je pense à ça. Donc Lorien est tough à prendre. Rivendell est un petit peu plus faible
Par contre, un peu plus loin de l'action, les Grey Havens aussi un peu plus loin de l'action. Woodland Realms sont faibles et sont proches du trouble, malheureusement, pour eux autres, là. Un bon Shadow Player va prendre son temps s'il n'y a pas de pression. Ok, j'aurais peut-être dû commencer avec ça, là. Mais bon, bravo si vous êtes rendu ici, puis vous avez ce... C'est important de menacer toujours, même si vous-même vous y croyez pas. C'est important que le Shadow Player y croit, lui, à la victoire de l'anneau. Parce que moi, comme Shadow Player, là, si je vois que clairement, on dirait que le Free People's Player a lancé la serviette, soit parce qu'il trouve qu'il y a trop de points de corruption, que ça va trop mal, que le Fellowship est trop loin, parfait. Le temps est en faveur du Shadow, toujours, toujours, toujours. Rappelez-vous, ses renforts à lui sont illimités. Alors moi, si je suis le Shadow Player puis je vois que j'ai du temps, ben, je vais prendre mon temps, je vais recruter dans mes forteresses puis je vais amener des armées de la mort. Et éventuellement, je sais que je vais avoir raison des Free People's Armies parce que leurs renforts sont limités, rappelez-vous. Fait que c'est une question de temps, là. Fait que donc la pression constante là, de détruire l'anneau, ça doit être omniprésent. C'est ce qui va faire en sorte là, que le Shadow Player va être obligé de prendre des risques, il va être obligé de se presser. Et c'est ce qui va faire que des fois, il va, entre guillemets, pousser sa loque. Il va essayer un siège là, avec des odds là, qui sont un peu 50-50, puis des fois, le 50-50 va tomber de votre côté, là. Mais pour faire ça, il faut menacer. Il faut dire j'avance, 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 j'approche du Mordor. Dépêche-toi, dépêche-toi, je m'en vais dunker l'anneau. Il faut toujours, toujours mettre de la pression sur le Shadow Player. Ceci dit, gardez un œil sur les forteresses vides. Il y en a beaucoup. Souvent, là, comme je disais, là, le Shadow Player n'a pas le luxe de laisser 3-4 personnes en arrière à chaque fois, là. On va peut-être le faire à Hortank, là, de peur que les Ents nous rentrent dedans. Mais souvent, comme Shadow Player, je suis coupable de ça aussi, là. On va dire, oh, je vais sortir tout le monde de Dol Guldur pour m'en aller en Lorien. Si je vois les elfes descendre, là, je ferai du recrutement, là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Là, on avance, puis là, maintenant, on n'a plus de dés de recrutement, puis là, soudainement, là, les elfes de Woodland Realm commencent à descendre, là, puis là, c'est freakant là, pour le Shadow, là, parce que nos forteresses, des fois, sont vides, là. Rappelez-vous, 4 VP, victoire militaire pour le Free People's Player, ça va vite. 2 forteresses, le tour est joué, là. Si vous pouvez tenir après, c'est parfait. Puis si jamais vous avez la chance, c'est rare quand même, là, mais si jamais vous avez la chance de rentrer dans une forteresse, de prendre possession d'une forteresse, rappelez-vous que malgré que c'est Dol Guldur, puis que c'est peut-être pas la place la plus chic, avec les meubles les plus confortables, puis tout, là, vous allez pouvoir vous réfugier à l'intérieur des murs de Dol Guldur si jamais le Shadow veut la reprendre. Alors le Shadow va goûter à sa propre médecine, il va vivre des sièges avec les rôles inversés, il va voir que c'est très tough, là. Puis j'en ai parlé en conclusion, là, quand vous rentrez au Mordor, c'est que vous êtes sérieux, là. OK? Fait que pensez-y bien, là, parce que quand vous rentrez au Mordor, là, vous êtes, comme on dit, là, sur une cloque, là. Vous ne pouvez pas être idle une fois que vous êtes au Mordor. À chaque tour qui passe, si vous n'avez pas au moins caché ou déplacé la communauté, vous subissez un point de corruption, là. Fait que quand on rentre au Mordor, on rentre au Mordor, puis on se dit let's go, all in, on y va. On peut rentrer au Mordor avec seulement Gollum, aussi étonnant que ça puisse paraître, là, grâce à son habileté des fois là, de réduire, là, révéler la communauté pour réduire le dommage du Hunt, grâce aux tuiles bleues que vous avez en jeu qui vont peut-être sortir, on l'espère, une fois de temps en temps. Vous avez 5 cases à cocher. 5 cases pas à cocher, 5 cases à traverser, 5 moves à faire. Vous pouvez vous rendre à 11 de corruption, vous allez gagner pareil, là. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, essayer de rentrer au Mordor avec, je vise toujours, moi, 3 points de corruption ou moins. Je sais que c'est tough, là. Vous allez dire, my God, Marco, il faut bouger 10 fois, 11 fois, 12 fois pour se rendre au Mordor. Ouais, vous avez des cartes qui vous guérissent quand même. Vous pouvez arrêter dans des forteresses ou des cités des peuples libres, là. Mais rentrer au Mordor avec 6-7 de corruption, là. Si vous pensiez que c'était tough, ces 10 ou 11 régions-là, attendez de voir le Mordor une fois que les tuiles rouges rentrent dans le pochon, une fois que les yeux sont tous ramenés dans le pochon, puis que les yeux vous font autant de dommages qu'il y a de dés ici, là, c'est épouvantable. Fait qu'essayez d'être prudent. Et je suis peut-être cheap, les ados elfiques, si je peux, je les utilise pas. Je les utilise en cas vraiment désespéré parce que c'est très utile pour le Shadow Player aussi. Alors tant que vous les utilisez pas, le Shadow Player ne les a pas non plus.
Typiquement, on va les utiliser pour faire bouger le fellowship une fois de plus. Typiquement, on va les utiliser là, pour avoir un dé character, là. Et on n'a pas assez brassé assez de dés de character. Le temps presse, il faut pousser la communauté. Là. Ben là, n'hésitez pas, là, soyez pas cheap au point de mourir avec vos 3 anneaux elfiques. Là. Si vous manque de dés d'action pour faire bouger la communauté, ça peut être une bonne raison de les utiliser. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. N'oubliez pas, comme dans tous les vidéos de stratégie sur la chaîne, n'oubliez pas d'écouter le suivant où on va donner des tips quand même aux Shadow Players et ça va faire de vous, même si vous prévoyez ne jouer que les Free Peoples pour le restant de vos jours, d'écouter les tips du Shadow Player vont vous aider dans vos parties de War of the Ring. Alors bonne suite d'écoute et à plus.